Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode de Sans Concession. On est à Nantes chez Boxer Passion. On va parler de BMW bien sûr. Il y aura l'essai de ce nouveau scooter électrique CE04 avec cette déco spécifique imaginée par David Pilonetto et toute l'équipe de Boxer Passion. On parlera de voyage, bien sûr, on est chez BMW avec la nouvelle R1250 RT. On parlera de sport aussi avec le pilote Marc Bachelier qui roule en championnat de France Superbike. On parlera de fiabilité avec un BMiste qui a parcouru plus de 280 000 km avec sa R1200 RT. Et puis évidemment qu'on évoquera le chapitre R18, le custom, le cruiser de la gamme BMW. Donc beaucoup de sujets passionnants avec un personnage qui n'est pas moins passionnant, David Pilonetto, qui nous accueille ici dans sa concession d'Orvaux. Salut David. Et bienvenue à Nantes. Merci de nous accueillir. Plaisir de te recevoir. Chez Boxer Passion. Nantes. Oui, chez Boxer Passion Nantes. Une des 4 entités Boxer Passion, donc Nantes, Rennes, Le Mans et la petite dernière à Saint-Brieuc. D'accord, donc là c'est l'espace qui est ouvert depuis quand? On est ici depuis 4 ans puisque c'était mai 2018 sur l'ouverture. Ouais. Et on a inauguré ici une concession 2 fois plus grande que sa prédécesseur avec un showroom dimensionné à l'avenant. Ouais. L'objectif étant d'exposer tout type de moto. Bah, je vois. On a 5 univers chez nous, hein, donc on respecte la présentation des 5 univers. Là, tu vois le nouveau CE04 qui est l'espace mobilité urbaine. J'en ai vu un en carton en arrivant et puis en fait juste à côté il y a le vrai. Exactement. Donc le CE04, la S1000 XR. Là, on est dans l'univers de l'aventure mais plutôt sportif avec le S1000 XR. Derrière le domaine phare connu chez BMW Motorrad qui est le segment des trails en aventure avec l'iconique R1250 GS. Ça c'est les nouveaux coloris, c'est les versions 2022. Ce sont les coloris 2022. Ici on a un exemplaire en triple black avec un réservoir en aluminium brossé qui est vraiment du plus bel effet. Ouais. D'accord. Donc là, ah oui, c'est l'univers GS, là on est dans le GS Trophy. Et juste derrière moi là, juste derrière toi, on est dans l'univers Heritage. Ouais, alors là, il y a des merveilleuses 1800, là, la R18, la fameuse R18. La fameuse R18. C'est des peintures, ça c'est toi qui les as fait faire, celle-ci. Alors, il y a 2 types de peintures ici. Tu as les peintures usines, celle-ci en est une, c'est ce qu'on appelle l'option 719. Ah oui. Pour la petite histoire, 719, qui est le site qu'on retrouve un peu partout sur les peintures et ici sur la selle, c'est le département qui, à l'origine, chez BMW Motorrad, fabriquait les véhicules spéciaux pour les chefs d'État, les corps d'élite, les forces armées et qui maintenant a été ouvert au grand public et où les gens peuvent personnaliser leur moto. Là, on a une peinture 719 avec un magnifique dégradé en peinture caméléon. Ah ouais. Là, tu vois, si tu regardes le gris ici, ça rappelle un peu le 90S en gris smoke dans les années 70. On avait ce dégradé-là. Et la peinture change de coloris en fonction de son exposition lumineuse. Tu as une grosse connaissance de l'histoire de BMW. Je suis fan de la marque. Combien de temps que tu travailles avec BMW? Alors ça fait pas si longtemps. Moi j'ai démarré l'aventure avec BMW en 2015. Oui. En revanche, je suis passionné de la marque depuis tout gamin. Ouais. On a un moteur là qui délivre un couple dantesque. Et la première fois que j'ai roulé cette moto, il m'est venu à l'esprit, tu fermes les yeux et tu as ton père ou ton grand-père qui pousse avec une main de géant à la balançoire. Tu as ce sentiment de force infinie avec une force herculéenne mais sans violence. C'est assez génial. Et ce Big Boxer, c'est vraiment ces caractéristiques-là qu'on retrouve sur la R18, qu'elle soit custom, bagger, continentale ou classique comme on est là. Alors celle-ci, ouais, elle est classique et la peinture, ce blanc nacré, je le retrouve pas sur les modèles d'origine. Alors tu as raison. C'est là où je te disais, là on avait les options 719 usines, mais parallèlement à ça, Boxer Passion, sous notre label Boxer Passion Garage, fabrique des motos à l'unité. À chaque fois, on fait un seul modèle avec des finitions personnalisées. C'est le principe du custom. Hein. Custom, l'anglicisme, c'est la personnalisation de la moto. Et nous, en fait, on utilise les bases aussi bien 90 que R18 pour créer des motos uniques pour des personnes uniques. Et là, en fait, on a pris un blanc nacré avec des filets noirs
où on est vraiment dans le rappel historique de la mémoire de ce qu'est la marque BMW Motorrad. On fête les 100 ans l'an prochain. Ouais. Et le blanc filet noir, en fait, on est de l'autre côté du noir filet blanc historique. Ouais. C'est un petit clin d'œil. Exactement. Et celle-ci se prête, cette R18, elle se prête à la customisation. Oui, bah, autant regarde. que l'était la 90. La 90 ouais. Ouais. C'est vrai que quand on a vu la 90 arriver en 2014, c'était un vrai changement de culture chez BMW Motorrad parce que là où nos motos étaient réputées pour leur technologie plutôt froide, ouais. Leur fiabilité au long cours, on a apporté avec cette moto-là de l'émotion. Une 90, moi j'ai coutume de dire qu'elle est délicieuse 3 fois. Elle l'est à regarder, quel que soit l'angle sur lequel tu abordes l'objet. Elle l'a écoutée parce qu'elle a une sonorité qui est absolument délicieuse. Ouais. Et à piloter, c'est une moto qui file la banane. Et en plus, tu n'es pas obligé de rouler vite pour prendre du plaisir. 80-120 km/h, c'est absolument génial sur ce type d'objet. Et alors justement, on parlait de changement chez BMW. Là, celle-ci, elle ne fait pas partie des motos d'origine non plus. Celle-ci, ce Flaming, là, c'est avec le côté brillant. C'est un modèle que tu as customisé, que tu as fait customiser, ça? Oui, ça c'est en partenariat avec le peintre qui nous a fait d'ailleurs la peinture de celle-ci. On a un peintre, Julien, qui nous fait des choses absolument extraordinaires. Et on a initié un partenariat avec Julien depuis des années où, en fait, à chaque fois, moi, je lui donne une idée de ce que je souhaite faire et lui réalise le produit sans forcément qu'on échange des dessins. Ouais. Là, l'idée, c'était d'utiliser en fait les paillettes avec une peinture caméléon qui va changer comme la 719 de luminosité et on voit les paillettes apparaître en fonction de l'éclairage qu'on met dessus. On a du dégradé. Parce que là, on se dit qu'on va aller direct sur la route 66 et puis on va se laisser guider avec ça. Ben, tu as raison. Ouais. Là, quand on ferme les yeux, on les ouvre, on se trouve sur le départ de la route 66, dans l'univers des hot rods. Donc on est dans le plus pur style américain du custom. Et on a voulu cette peinture Flaming pour aller au bout de cette démarche. Et alors, la moto des gens qui roulent. À propos de gens qui roulent, tu as un client qu'on a rencontré, un client Jean-Yves, oui, qui roule beaucoup. Il a une moto de combien? 280 000 284 000 km à la dernière révision, ouais. À la dernière en première main. Alors justement, Jean-Yves, on est venu à sa rencontre, on l'a rencontré. Jean-Yves avec une R1200R, mais il a acheté le nouveau modèle, il nous en parle tout de suite. On va parler de quotidien, on va parler de plaisir aussi, puisqu'on est avec Jean-Yves et sa moto. Bonjour Jean-Yves. Bonjour David. Ça c'est ta moto, c'est une moto qui a parcouru combien de kilomètres? Alors 284 000 et quelques poussières en 15 ans, que j'ai acheté neuve il y a 15 ans et dont je viens de me séparer, mais pour rester dans la gamme. 15 ans avec une moto, plus de 280 000 km, ouais. C'est pas trop dur de se séparer de cette R1200R? Ça fait quelque chose. Ceci dit, comme elle est reprise par la concession, je sais qu'elle ne sera pas dépecée, qu'elle sera, voilà, elle aura une vie quand même en démonstration. D'accord, donc 280 000 km. Comment ça se décompose ce kilométrage aussi important? C'est quoi? C'est du quotidien? C'est des balades? C'est des voyages? Alors, il y avait d'abord le quotidien, du temps où je travaillais, donc beaucoup de Paris-banlieue en fait. Hein, combien de kilomètres? 70 à peu près par jour. Là, ça prend tout son sens, l'entretien, avec un kilométrage aussi important. Alors, l'entretien, c'est la révision préconisée tous les 10 000 km. 28 révisions, quoi. Oui, bah, c'est ça. Oui, oui. Je pense que je pourrais vérifier. Ouais. Le livret est peut-être sous la selle. Mais la seule chose en mécanique qu'il y a eu à changer, c'est l'arbre de transmission à 150 000 km parce que le cardan était grippé. Ça peut se comprendre. Et sinon, le moteur est strictement d'origine, le reste de la transmission aussi, même l'embrayage. Pourtant, je faisais beaucoup de régions parisiennes, comme je disais. Et puis, bah, évidemment, il y a eu les disques de frein avant-arrière, les amortisseurs qui s'usent. Enfin, voilà, le consommable, voilà. Mais voilà. Sinon, et je vois que ta poignée, elle porte les stigmates de tes accélérations. Regarde, elle est creusée, la poignée. Et pourtant, la droite a été changée déjà une fois, à 100 et quelques mille. Et alors, comment, quand on a accompli autant avec une moto, qu'est-ce qui t'a décidé à changer?
Alors, ce qui m'a décidé à changer, c'est qu'à la révision des 280 000, on m'a quand même dit qu'il faudrait faire quelques frais. Les roulements de boîte sont à faire. Ouais. Une fois la boîte sortie, probablement que l'embrayage qui est d'origine va être à changer aussi. Ouais, donc là, celle-ci, tu l'as changée et tu as repris le même modèle en nouveau. Donc le R1250R, on peut aller voir? Bien sûr. Voilà. Alors, donc ça, c'est la nouvelle. Alors qu'est-ce qui te change dans le positif et qu'est-ce qui te change dans le... Qu'est-ce que tu regrettes de ton ancienne moto? Ça, je suis curieux de savoir. Alors, dans le positif, beaucoup de choses parce que le moteur n'a plus rien à voir et c'est vraiment... c'est un régal, enfin pour moi, le comportement est vraiment... ça change, vraiment. Ah, vraiment, oui, oui. Beaucoup plus de puissance et de couple. Et puis une douceur et une rondeur qu'il n'y avait pas sur celui-ci. Et puis bon, après toute l'électronique dont elle est équipée n'est pas totalement utile. Enfin si, le GPS l'est, mais j'avais un GPS quand même sur celle-ci aussi. D'accord. Elle n'a pas le côté intuitif qu'avait celle-ci. Celle-ci, on pouvait arriver dans une courbe trop vite, freiner, prendre plus d'angle sans même y penser, c'était mais là, c'est pas le télélever. C'est le télélever, là, il n'y a pas de télélever. Je le savais, je le savais, mais le télélever, c'est pour ça que l'AGS et l'ART sont des merveilles d'agilité. Bon, merci Jean-Yves, nous on va retrouver David pour voir un peu ce qu'il va en faire de cette moto, mais je crois qu'il va l'exposer. Oui, c'est ce qu'il m'a dit, ouais. Merci. Donc, laisse-toi tenter par le Twin Toton, ça serait mon slogan. C'est la devise. Ouais. Ok, merci Jean-Yves, merci. Merci David. Bon alors Jean-Yves, tu lui as revendu un R1250R, donc, mais tu aurais pu lui vendre une des deux nouveautés là. Donc, celle-ci... Alors, Jean-Yves, effectivement, c'est l'archétype du roule toujours historique de chez BM, mais chez BM, on a inventé le segment du touring en 1978 avec la R100 RT à l'époque, qui était une moto carénée qui permettait de voyager au long cours avec une grosse protection aérodynamique. Et depuis 44 ans maintenant, la moto est mise au point chaque année avec des améliorations par nos ingénieurs. Ici, on a donc la nouvelle 1250 RT, qui est l'archétype de la moto des voyageurs au long cours, avec la meilleure protection aérodynamique du marché, parce qu'en fait, on est à l'intérieur de la moto, on est protégé par ce large carénage, par une bulle réglable électriquement, les winglets pour les épaules, et en fait, on a une machine qui est faite pour voyager, et contrairement aux apparences, parce que quand on voit le gabarit de la moto, elle est plutôt impressionnante, en réalité, elle a l'agilité d'une ballerine. C'est une machine qui d'ailleurs a été choisie, et ce n'est pas un hasard, par les forces de police, de gendarmerie, pour leurs interventions, parce qu'ils ont besoin d'une maniabilité extrême. Et cette machine-là, avec son moteur bicylindre à plat, son architecture châssis avec télélever et paralever et suspension pilotée, rend la difficulté facile. Et il fallait de toute façon que BMW propose, de toute façon c'est la dernière génération, mais des routières avec le Boxer, avec le moteur bicylindre à plat, parce que derrière nous on a le 6 cylindres, on va en parler dans un instant, mais il faut, pour les amoureux du Boxer, quand même proposer cette nouvelle génération de routières. Alors, tu as entièrement raison. En fait, si on revient au tout début de l'histoire de BMW Motorrad, eh bien, avant que la marque existe en 1923, elle a existé au travers des 6 cylindres en aéronautique. Et donc, en fait, la marque s'appelait au départ BFW pour Bayerische Flugzeugwerke, fabriquait les moteurs d'avion des 6 cylindres en ligne. La marque Motorrad a été créée en 1923 avec l'architecture moteur à plat à laquelle on reste fidèle 100 ans après. Et on revient en 2011 avec un 6 cylindres en ligne, alors qui rappelle furieusement celui des M3. Moi, à chaque fois qu'on met un 6 en ligne, ça me fait dresser les poils sur les avant-bras. C'est vrai que ce moteur-là, il est absolument magique. Et d'ailleurs, on peut faire une petite digression, le logo BMW vient de l'aéronautique aussi. Oui, il y a une histoire. Alors, il y a beaucoup d'histoires autour de ce logo, mais le lieu commun consiste à dire qu'on retrouve les couleurs de la Bavière, le bleu et le blanc, et qu'on retrouve une hélice en mouvement pour rappeler l'histoire de la marque. En fait, on a vraiment deux machines complémentaires. Et je dirais c'est à la fois le gabarit physique, mais aussi la philosophie de roulage des clients qui va orienter leur choix. Le 6 cylindres, lui, va apporter une souplesse qu'aucun autre moteur est capable d'apporter. Un 6 cylindres, tu peux faire un essai, je le faisais à l'époque quand j'étais en automobile. Tu mets une pièce à 10 francs à l'époque, maintenant 1 euro, mais sur la tranche du moteur, tu appuies sur le démarreur, elle ne bouge pas. C'est absolument magique de régularité de fonctionnement, c'est très souple à bas régime.
Il y a beaucoup de coffres à mi-régime et il y a une allonge et une sonorité qui est déchirante dans les tours. On peut aller se diriger du côté d'un véhicule avec lequel on ne risque pas d'affoler les vitesses folles sur l'autoroute, mais en revanche, pour la ville et la périphérie urbaine, c'est l'outil idéal. Nouvelle génération de scooters électriques, le CE04. En quoi ce modèle change du CEVO? D'abord, il change au niveau esthétique. Quand tu le regardes, pour moi, c'est un manifeste d'architecture, ce véhicule-là. Il a été dessiné avec un cahier des charges où on était au départ sur la conception d'un véhicule électrique. Le CEVO, lui, c'était une extrapolation électrique d'un véhicule thermique. C'est pour ça qu'il ressemblait à un scooter thermique classique. C'est pensé comme un véhicule du futur? C'est le véhicule du futur. Allez, on va l'essayer alors si tu veux bien. Avec plaisir, yes. Voilà, c'est mon premier essai avec le CE04 dans la région nantaise. On est à côté d'Orvaux, du forum d'Orvaux. Exactement, on est juste à côté de la concession, en fait, en périphérie urbaine de Nantes, donc le terrain de jeu favori de ce genre d'outils. D'accord, donc on est passé dans le petit village d'Orvaux juste à côté que je ne connaissais pas. Et alors, ce scooter électrique, donc le CE04, j'ai pu voir d'emblée. Ce qui m'a surpris tout de suite à la conduite, c'est le frein à la décélération. C'est-à-dire, quand on coupe l'accélération, on est assez freiné et ça recharge automatiquement. Il y a un témoin qui montre soit on accélère et on décharge, soit on décélère et on recharge. C'est ça. C'est exactement ça. Et en fait, ce dont on se rend compte après quelques années d'utilisation de son prédécesseur, le CEVO, mais c'est renforcé par les ingénieurs sur cette génération-là, c'est que les pilotes de ce genre de véhicule, au départ, sont surpris par l'effet waouh de l'accélération électrique qui est très forte puisqu'on a 100% du couple disponible dès le début. En revanche, ils rentrent après dans une phase de gestion de leur énergie et aussi de gestion du bruit. Pour la partie gestion de l'énergie, les ingénieurs ont travaillé dans les modes éco et dynamique sur un fort ralentissement électrique qui concourt à la fois à ralentir le véhicule mais aussi à recharger les batteries un peu comme en Formule 1 en fait, où on régénère des batteries et paradoxalement en ralentissant on va augmenter l'autonomie et en fait le véhicule consomme beaucoup moins quand il est en milieu vraiment urbain avec des accélérations et des décélérations que lorsqu'il est sur la route où on doit garder un filet d'accélération constant. Alors moi, j'ai essayé de changer de mode. Donc il y a 4 modes, Rain, Dynamique, Road et Eco. C'est ça. Et on peut les changer en roulant, ça c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être à l'arrêt comme sur certains véhicules. Et ça change, ça change. Le Dynamique et l'Eco sont sensiblement différents à l'accélération. Oui, en fait, tu as vraiment 4 cartographies qui ont été travaillées pour une utilisation chacune particulière. Et comme tu disais, ce qui est génial, c'est que tu peux le faire en roulant. Parce qu'en roulant, souvent, tes conditions de circulation peuvent changer. Et toi, tu vas adapter en fait ton mode de conduite et donc la manière dont le véhicule va réagir à tes demandes en fonction de la circulation ou de tes envies, tout simplement. Et c'est assez génial parce que les personnalités du véhicule sont marquées, les assistances et la conduite aussi. Et à chaque fois que tu prends un mode différent, si tu prends par exemple un mode éco, on a un fort ralentissement. Le mode dynamique a une très forte accélération. Dans les deux cas, il y a beaucoup de protection toujours pour le pilote. Combien de secondes pour accélérer de 0 à 100 en mode dynamique Le 0 à 100 en mode dynamique, c'est 8 secondes 5 et c'est toujours dans les deux cas, les deux puissances A1 et A2, c'est toujours 0 à 60 en 2 secondes 6. D'accord, alors explique-nous les A1 et A2 et surtout la répartition des ventes entre ces deux véhicules, des commandes déjà. Alors la répartition des commandes et au final des livraisons, c'est exactement 50-50. À fin mai, il y avait à une machine près exactement la moitié en A1, c'est-à-dire les permis qui sont des permis voiture au départ moyennant la formation de 7 heures. D'accord. Et les A2 qui sont les permis moto ou les jeunes permis moto, ce qui est éligible au A2 et donc au A. D'accord, donc là c'est un équivalent, celui-ci c'est un équivalent A2. C'est un équivalent A1.
donc en équivalent 125, ouais. avec une puissance maxi continue de 11 kW, donc de 15 chevaux comme une 125. D'accord, donc bon, c'est largement suffisant en milieu urbain. Alors moi, j'ai cherché un peu ma position sur le Scoot. La selle plate, ça fait partie de l'identité visuelle, hein, c'est du design. La selle très plate comme ça du CE04, on a l'impression qu'on peut transporter 2 autres passagers. Hein. Oui. Il faudrait peut-être une paire de repose-pieds supplémentaires. Ça pourrait devenir un véhicule de transport en commun, tu as raison. En fait, cette selle plate, c'est effectivement un élément de design. On le voit, il y a plusieurs traits ici qui ont été prévus pour adapter selon les morphologies. Alors c'est vrai qu'au départ, sur la selle toute plate, parce qu'on a plusieurs selles en réalité avec des rebonds qui sont calés à différents endroits selon la longueur des jambes des pilotes. L'avantage de cette selle-là, c'est que quelle que soit ta morphologie, tu peux être très grand ou beaucoup moins grand. Dans tous les cas, tu vas trouver la bonne position. Mais au départ, vu que tu n'as pas de rebond, bah, tu cherches un peu ta position, c'est l'affaire des premières secondes. D'accord, alors là, on peut sous la selle ranger un casque. On a essayé de ranger ce casque, ça fonctionne. Il faut bien trouver la position. Mais on peut mettre une petite sacoche latérale, un top case à l'arrière du véhicule et donc profiter de 2 espaces de rangement et même 3 si c'est nécessaire. Alors, ce qu'on retrouve sur ce CEVO, c'est l'instrumentation BMW avec la petite molette, hein, très pratique. Pour ceux qui sont familiers de la marque, c'est très facile, instinctif. C'est intuitif, hein, exactement. à l'utilisation. Les éléments de sécurité, les poignées chauffantes, les modes, c'est là, le bouton pour changer les modes, ça c'est intéressant. Bon, bah, très bien, on va finir par le kit déco, David, si tu veux bien. C'est pas un kit d'origine BMW, ça? Non, c'est pas un kit d'origine. Ce qu'on a voulu faire, c'est profiter de ce véhicule qui est un superbe objet publicitaire finalement pour mettre en valeur les surfaces planes. Et nous, ce véhicule, il nous fait penser à la fois, on en parlait tout à l'heure, à l'architecture du Bauhaus des années 20 et 30 du siècle dernier, mais aussi à une projection dans le futur. Et l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui se rapproche un peu d'un véhicule du futur. Tu pourrais le mettre dans un épisode de Star Wars, dans Blade Runner ou dans le 5e élément. Ouais. Il ne dénoterait pas, notamment dans le 5e élément avec ses petites touches orange. Et c'est un partenaire local nantais, PKS, qui nous fait ces kits décoration à la demande. Qui dit véhicule électrique dit recharge. Comment ça se passe pour recharger ce véhicule? Alors tu as 2 possibilités. La première, c'est le pack classique qui est livré de série avec le véhicule où tu te branches sur une prise murale type celle d'une machine à laver de 6 à 16 ampères. Et là, tu as des temps de charge qui vont varier entre 3 et 4 heures selon les capacités de batterie, puisque le véhicule A2 a une batterie plus importante. Ah oui. Donc 3h20 pour le A1, 4h20 pour le A2 de 0 à 100%. Et après, tu as une deuxième formule avec un pack Quick Charge. Le pack Quick Charge implique un câble spécifique et aussi une borne murale spécifique. Et là, tu peux raccourcir tes temps de charge jusqu'à 1 heure et 5 minutes. Ah oui, d'accord. Et l'autonomie d'un véhicule comme celui-ci 2 autonomies. En A1, il fait 100 km d'autonomie. En A2, il va faire 130 km d'autonomie. D'accord, très bien. Le prix, il est double aussi? Il y a 2 prix? Alors, le prix est équivalent selon que tu sois en A1 ou A2. Après, ce sont les packs optionnels qui vont faire la différence. On va dire que le véhicule, toute option, il va osciller entre 12 véhicules tout nus et 15 véhicules toute option. Ce sont souvent des véhicules que les gens préfèrent louer et donc on a des formules de location de 200 à 300 euros mensuels. C'est de la formule de location exactement. Qui est la plus prisée. Ouais, c'est partagé. C'est partagé. Les 2 sont partagés. D'accord, merci David, merci. Merci. Bon, cet essai de scooter électrique, c'était étonnant. Et il est même presque sportif. Hein. Les reprises sont plutôt très très vives. Oui, avec un 0 à 60 en 2 secondes 6, il est clair que pour quelqu'un qui a l'habitude du monde de l'hypersport, c'est pas choquant. Par contre, pour le commun des mortels, ça accélère vraiment très très fort. Oui, alors l'hypersport, on va y venir. Cette moto, la S Miller, elle est équipée du 4 cylindres en ligne parce que BMW a les fameux moteurs Boxer. Mais on a parlé tout à l'heure du 6 en ligne. Il y a aussi un 4 en ligne, évidemment, chez BMW, qui part de la S Miller R, qui aboutit sur le S Miller. Ils se vendent bien, ces véhicules. C'est une machine qui se vend de plus en plus. La France est une terre de roadster. Et c'est vrai que BMW Motorrad est revenu en 2009 avec la S Miller R de manière plutôt détonnante. Les concurrents ne s'attendaient pas à un retour aussi percutant de la marque avec
une machine qui a été aboutie dès le départ aussi bien avec un moteur explosif en termes de sensation, de puissance, de couple, d'allonge. Un châssis à la BM, donc un châssis qui est ultra précis tout en étant confortable. C'est toujours dur, tu le sais bien toi en tant que pilote, de faire les deux. Soit tu as un châssis qui est dur, qui va tenir bien sur des routes difficiles, sur des routes faciles où tu vas travailler ta précision mais avec un châssis dur. Soit au contraire, tu es très souple, mais dès que tu vas hausser le rythme, tu vas avoir quelque chose qui pompe. Nous, avec les technologies mises au point par BM, notamment sur la HP4 à l'époque, on a à la fois un châssis confortable et précis, à basse vitesse comme à haute vitesse. Et le S1000R, oui, c'est une machine qui se vend très bien parce qu'il y a cette extrapolation du monde de la course, il y a cette image des couleurs motorsport, de toutes ces courses gagnées en superbike, au Tourist Trophy, en endurance dernièrement. Et maintenant, avec Spa, en endurance. Avec la M1000RR, victoire historique à Spa-Francorchamps. Donc ouais, pour nous, c'est un monde qui est génial et c'est un monde parmi les mondes de BM. Ouais, alors il y a les versions, la version Roadster, on en a parlé. On a vu à l'entrée la version un peu trail routier, trail sportif, la XR, oui. la S1000 XR, et la S1000 RR, déclinée en sport M1000 RR. Donc toi, David, tu soutiens un pilote. C'est une histoire autant humaine que sportive, on va dire. Oui, on soutient Marc Bachelier cette année avec la mise à disposition d'une S1000 RR. Et Marc, c'est d'abord et avant tout une rencontre. On a coutume de le dire, mais c'est tellement vrai. Moi, j'entreprends parce que, bien sûr, j'adore le produit, je suis fan de la marque et je pense que ça se ressent. Mais ce qui me guide surtout dans l'entrepreneuriat, c'est l'amour de l'autre et le fait de partager une passion commune. Et Marc, c'est d'abord et avant tout quelqu'un de généreux. Il l'est dans son métier parce que c'est un pompier, donc manifestement quelqu'un d'altruiste. Il est capable de donner sa vie au service des gens. Et c'est cette résonance humaine qui nous a touchés dans son profil et qui fait qu'on a souhaité l'accompagner au-delà des seuls résultats sportifs que bien sûr il a eu. C'est un postulat de base, mais si c'est une condition nécessaire, elle n'est pas suffisante. Il nous fallait cette dimension humaine pour choisir de l'accompagner. Alors Marc, on a fait sa rencontre, il porte le numéro 18, il est pompier, sa moto de course porte le numéro 18. On écoute tout de suite Marc en entretien exclusif. On passe au sport avec le pilote de la concession Boxer Passion de Nantes, Marc Bachelier. Salut Marc. Bonjour David. Donc toi tu es client ici. Dans la vie civile, nous a dit David, tu es pompier. Tout à fait. Est-ce que tu arrives à avoir des disponibilités pour disputer le championnat de France Superbike? Tout à fait. C'est l'avantage de ma profession, c'est que j'arrive à accumuler pas mal de temps de travail lors de mes gardes de 24 heures. Ce qui me fait beaucoup de repos derrière pour me laisser du temps et puis j'en profite pour disputer ce championnat. D'accord, alors tu ne le disputes pas seulement ce championnat, mais tu montes sur le podium, tu as terminé deuxième de l'European Bikes l'année dernière, oui. Du championnat European Bikes. Oui. Ça va vite, je l'ai fait, franchement c'est gros niveau, avec cette BMW, un autre modèle en revanche. Tout à fait. Ouais, c'était l'ancienne. C'est l'ancienne avec laquelle j'ai disputé l'European Bike. Là, pour le championnat de France Superbike, c'est celle-ci, la nouvelle. Et bon, là, je suis loin du podium. Ouais, mais là, tu as grimpé encore d'un step et tu affrontes des pilotes qui font ça tout le temps, en fait. Oui. Est-ce que c'est un gros handicap? Alors, je ne vais pas dire un gros handicap. Moi, je trouve que c'est un superbe challenge. Pour moi, il faut laisser le temps au temps, déjà d'apprendre cette moto cette année. Après, les objectifs sont d'être en constante évolution. Ce serait un peu prétentieux, je trouve, de dire tout de suite un podium. Mais si jamais ça se présentait, why not? Là, tu dois, toi, quelles sont les étapes pour toi à franchir sur la moto et sur toi pour progresser dans la hiérarchie? Alors dans un premier temps sur la moto, ça a été de faire une bonne base sur le châssis et aussi sur l'électronique. Et ça va de pair après avec mon pilotage. Plus je me sens bien sur la moto, plus je peux me libérer. Et au fur et à mesure, on y va step par step, et le pilotage, et le réglage de la moto, et ainsi de suite. Et bon, c'est comme je faisais en European Bike, quoi. Je garde le même principe. D'accord. Et tu as progressé année après année. Tu as fait combien d'années d'European? 2 ans. Ouais. Une première saison en 2019. Ouais. Après, il y a eu le Covid, donc je n'ai pas couru en 2020. Et 2021, dernière saison. Toi, tu es nantais oui. d'origine. Tout à fait. Donc, tu t'es tourné vers David, tu es venu ici et tu t'es présenté. Comment ça s'est passé? Explique.
Alors, pour acheter ma première moto, donc, je suis venu ici en concession pour acheter cette première S1000 RR. Et puis, je lui avais demandé dans un premier temps pour pouvoir recevoir tous mes partenaires ici et présenter la moto aussi. Et ils ont bien accepté, le contact est bien passé. Et de fil en aiguille, en gardant le contact, quand j'ai proposé, quand j'ai évoqué le sujet du FSBK à David, il m'a dit on peut faire quelque chose. Ouais. Et de là, il m'a mis à disposition cette superbe moto. Ta préparation, Marc, c'est quoi? Comment tu te prépares physiquement pour les courses? Alors c'est une base de foncier, donc pas mal de courses à pied pour moi. Ouais. De la musculation, mais sans vouloir prendre de volume, donc pour être tonique. Bah écoute, en tout cas, cette moto, elle marche bien. On va suivre tes résultats à Pau et puis pourquoi pas une hiérarchie dans le top 10. C'est ton objectif cette année ou Non, pas cette saison. Pas cette saison. Faire du top 15, ça serait chouette. Top 10, ça me paraît un peu prématuré encore. D'accord. Eh ben, écoute, on te souhaite tout le meilleur pour la suite de la saison FSBK. Merci Marc, merci. Merci à vous. Voilà, très sympathique ce pilote, Marc, le voici, avec ses posters qui dédicacent. Il le fait ici? Oui, on l'a fait tout dernièrement à l'occasion d'une soirée où on a réuni nos clients, l'équipe et puis quelques sponsors de marque pour l'accompagner dans cet autre métier de celui de pilote. Il y a le moment où on est sur la piste et puis il y a tout le moment où il faut créer cet environnement favorable au fait de pouvoir concourir et gagner. Et c'est l'environnement où on va rechercher les partenaires. Donc on a fait cette soirée avec Marc tout dernièrement où il a signé ses autographes. C'était super touchant. Alors la passion, on est dans un endroit où il y a une très vieille moto que tu as conservée. Oui, il y en a quelques-unes. Oui, il y en a quelques-unes ici. Ouais. Et puis l'espace équipement, accessoires équipement, très important aussi. Ça fait partie aussi de l'ADN de la marque. Ça fait partie de l'ADN, on fabrique des vêtements depuis 1978, la sécurité avant tout et l'ergonomie. Et c'est vrai que les équipements BMW accompagnent souvent nos motos historiques que sont le segment du trail, de l'aventure et du touring. Mais maintenant, on va trouver, comme derrière, des équipements du pilote aussi bien pour les femmes que pour les hommes, plus trendy, plus tendance, tout en gardant à la base la sécurité nécessaire. La seule carrosserie qu'on a quand on est en moto, c'est notre équipement. Donc ce sont des éléments ô combien importants et nous on attache cette importance-là, les clients aussi. Et puis ils sont fiers, je pense, de porter la marque au-delà de le faire uniquement sur la moto. Quand de manière communautaire ils se réunissent, ils continuent à porter les valeurs de la marque qu'ils chérissent au pilotage quand ils sont ensemble lors de leurs discussions. Alors tu l'as dit, la sécurité d'abord, on est allé nous à l'atelier, juste derrière, pour parler de sécurité et notamment les points à vérifier avant de partir en voyage pour l'été. La rubrique Web Atelier avec Laurent. Salut Laurent. Salut David. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est GS, c'est une moto taillée pour le long cours, pour l'aventure. Mais pour partir en vacances, il y a quelques points à vérifier, même sur une machine comme celle-ci, qui est quasi neuve, l'année dernière. Oui. Qu'est-ce qu'il faut vérifier avant de partir en vacances, avant de voyager? Alors, on va commencer par le niveau d'huile, toujours, la base. Donc, bien vérifier sur le petit hublot, par exemple sur celle-ci, qui va être juste là. Donc, on a un petit cercle rouge. Le mini, c'est le bas du cercle rouge. Le maxi, le haut du cercle rouge, tout simplement. Donc vérifiez qu'on est bien au maxi. Voilà. Là, c'est un client qui vous donne la moto à réviser, peut-être avant de partir justement. Révision, oui. Il part en balade, en voyage avec, et un petit check-up avant de partir. Ça, c'est une habitude chez les clients BMW un peu? Très souvent, on a des clients qui viennent avant de partir en vacances, donc on fait toujours un petit tour, l'entretien, les niveaux, etc. Ouais. Donc, et malgré ça, malgré la révision, c'est des petits conseils que vous donnez quand même de vérifier quoi. Alors le niveau d'huile, qu'est-ce qu'il y a? Alors le niveau d'huile, sur les GS cette génération-là, on a un refroidissement liquide. Ouais. Donc toujours vérifier aussi le niveau également. Alors c'est où? Donc il va être juste ici. Sur un 1250 GS, on va être juste là. D'accord, voilà. D'accord. Donc c'est facile à voir visuellement. C'est visible, on met une petite lumière éventuellement et on a deux petits décrochements dessus pour voir. On va regarder ça tout de suite. Voilà. Ok.
D'accord. Donc ici, Ah oui, le on le mini, voit très ici nettement. le maxi. Ok. Donc très visible. Donc voilà, le Voilà. niveau d'huile, Voilà. le niveau du liquide de refroidissement. Qu'est-ce qu'il Voilà. faut vérifier aussi? Les niveaux de liquide de frein. Ok. L'arrière, Ok. Donc là, pas besoin de, pareil. pas besoin de Très lumière. facile à voir. Ouais. Et puis, L'avant également. ouais. Voilà. Les autres Donc, pareil, le points petit logo. importants sur cette moto, sur Pression pneu. toutes les motos en fait. Pression pneu, en gros, une fois par mois. Ouais. Donc là-dessus, on a 2,5 à l'avant, 2,9 à l'arrière. Et voilà. Ouais. Un petit essai aussi de la moto. Un essai toujours. Nous, toutes nos motos, quand on passe en atelier, sont essayées. On D'accord. met une moto sur un pont, on l'essaye forcément derrière. Et vous l'essayez derrière, vous faites On a un tour. petit circuit en gros qui va faire 8-9 km, ce qui permet vraiment de faire monter le véhicule en température de fonctionnement, Ouais. de pouvoir l'essayer, embrayage, etc. S'il ne patine pas et tout Qui ça. réalise cet essai? Le technicien en Ouais. général. Celui qui s'occupe de la moto. Celui qui s'occupe de la moto, s'occupe de tout, même le lavage après en revenant d'essai. Un petit nettoyage Toujours. au retour de l'essai. Ça fait toujours plaisir quand on récupère sa moto. Ok, bah, merci Laurent pour ces petits conseils avant de partir en voyage parce qu'on arrive au beau jour là, en région Oui. nantaise, ça va devenir sympa là. Là, on est en plein dans le rush pour tout ça, justement, pour les petits départs. Et on a de quoi faire aussi en balade ici. Donc, Ouais, alors ouais. une dernière petite question pour terminer. Quel itinéraire tu recommanderais toi? Alors ici, en bord de mer, on est pas mal aussi. Ou tout ce qui est Château de la Loire, on en a quelques-uns ici en direction d'Ancenis, Chantosso, etc. On a des circuits assez sympas en moto. Bon, Ouais. bah, on va Un tester. peu dénivelé, des bons petits virages, c'est tout ce qu'on cherche en moto. Très bien, merci. Merci Laurent. Bah de rien. Salut. Voilà, les points à vérifier avant de partir en voyage et puis un petit nettoyage, ça fait jamais de mal. Donc tes clients affluent à l'approche de l'été, tu as plus de demandes de révision, d'entretien? Oui, on a traditionnellement beaucoup de demandes lors du démarrage de saison, même si la marque est peut-être moins saisonnière que certaines de nos marques concurrentes, parce qu'on vend des motos qui roulent toute l'année. On a des clients qui roulent toute l'année, qui viennent de divers horizons. Malgré tout, il y a quand même un phénomène saisonnier et il y a notamment la préparation du départ en vacances. Et à ce moment-là, on a beaucoup de demandes pour préparer les motos, souvent pour des road trips. On le dit quasi à chaque fois aux clients, ça commence par une balade de 150-200 km autour de la maison, puis à un moment, ça devient un Tour de France, et quelquefois, on reçoit des cartes postales de l'autre bout de la planète. Alors un petit mot encore sur l'AGS avant de nous quitter. L'AGS, c'est le fer de lance de BMW. Qu'est-ce que ça représente en part de marché de tes ventes? Alors l'AGS, c'est un segment, c'est une marque dans la marque. En fait, le seul logo GS est une marque à part entière. L'AGS, c'est le goût du voyage, c'est l'aventure projetée, mais c'est aussi des choses qu'on est capable de faire avec une machine absolument extraordinaire. Moi, j'ai eu l'occasion de faire le GS Trophy en tant qu'amateur. Ouais. Et en fait, on se rend compte que même sans avoir le talent d'un pilote, on arrive à faire des choses absolument magiques, tant la moto rend la difficulté facile. Et ça, c'est une composante qui fait que la moto a autant de succès. Et la GS continue à être la moto la plus vendue au monde en plus de 500 cm3. Chez nous, elle représente un tiers des volumes. Un tiers, d'accord. Mais ça veut dire aussi qu'on vend 2/3 d'autres motos. Ouais, ça progresse. Et l'AGS, c'est une année GS Trophy cette Oui, année. ouais. Il y a le GS Trophy en fin d'année, hein, je crois, Oui. avec les sélections à l'Astour. Oui, en fait, ça se passe toujours en 3 temps. Il y a des présélections Ouais. où des pilotes amateurs, souvent professionnels, se regroupent. Et puis après, il y a une sélection nationale. Et une fois que les équipes nationales ont été sélectionnées, elles concourent à l'épreuve mondiale. Et en fait, le GS Trophy, bien sûr, c'est du pilotage, mais ce n'est pas que ça. C'est d'abord un travail en équipe, ce sont des choix stratégiques, c'est des fois de la débrouille, c'est de la tactique, c'est le fait de s'entraider, c'est bien entendu du pilotage, c'est de la chance aussi. Et c'est tout ça qui fait un GS Trophy réussi. Et ce qui fait la magie aussi d'une telle épreuve, parce qu'on a une vingtaine d'épreuves qui sont prévues par les organisateurs. Quand on voit le cahier des charges au départ, on se dit « oulala, mais par quel bout on va le prendre ?» Et finalement, en travaillant en équipe, autour de la moto, de l'exercice de la moto, on arrive à vivre une aventure sportive, collective, absolument inoubliable. Merci David pour cet accueil, merci pour cette plongée au cœur de Boxeur Passion qui porte bien son nom ici à Nantes et merci. Et nous, on se retrouve quant à nous la semaine prochaine pour une nouvelle émission sans concession. Salut à tous.